Dans la ville la plus embouteillée de France, il y a au moins une journée par an où les habitants peuvent espérer respirer un peu mieux. Malheureusement, c'est fermé aujourd'hui, il va falloir attendre 18 heures. C'est la journée sans voiture. Les véhicules qui se présentent aux portes de Paris sont refoulés, sauf quelques professionnels, comme ce livreur. Aujourd'hui, c'est la journée sans voiture. Et alors, comment vous voulez que je fasse, moi? Il faut prendre son vélo. Avec un marchand. Et toi, t'es vraiment abruti, quoi. S'ils nous insultent, c'est qu'en France, c'est compliqué de s'attaquer à la liberté de circuler. La preuve, les automobilistes sont nombreux à protester lorsque des agents de la ville de Paris, comme Denis, tentent de leur barrer l'accès à la capitale. Je vous invite à ne pas bloquer la route, s'il vous plaît. Tout comme ce jeune homme à scooter, un serveur d'un restaurant proche des Champs-Élysées, qui doit se rendre à son travail, mais qui ne peut pas le justifier. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un avec un justificatif de serveur? Vous avez une fiche de paye? Monsieur, vous vous baladez avec vos fiches de paye, vous? Je vous rends votre pièce et je vous invite à passer par là. Mais non, je vais aller au travail, monsieur. C'est pas grave, je prends votre plaque et vous serez verbalisé. Il n'y a pas de souci, prenez la plaque, elle est juste ici, monsieur. Mais vous allez être verbalisé là. C'est dommage. Ce jour-là, pas de pitié pour les automobilistes et tous les conducteurs d'engins motorisés. Tous ceux qui forcent le barrage de Denis recevront une amende de 135 €. À quelques centaines de mètres, l'ambiance est beaucoup plus paisible. Sur les Champs-Élysées, c'est étonnamment calme. Car d'habitude ici, s'écoule un flot ininterrompu de plus de 20 000 véhicules par jour. On flâne au milieu des vélos et des trottinettes. Certains immortalisent le moment. Et on croise Anne Hidalgo, la maire de Paris, celle qui énerve bien des automobilistes. Avec ses adjoints, elle est venue à bicyclette. Madame Hidalgo, vous aimez les Champs-Élysées comme ça? À votre avis. À votre avis. Son objectif avec cette journée, c'est de réduire le nombre de voitures à Paris, notamment pour faire diminuer la pollution. Bienvenue. Évidemment, vous verrez que ça baisse. En général, c'est de l'ordre de 20 à 40% sur une journée comme celle-ci. Donc c'est très très important. Et selon elle, cela justifie donc les tracas que subissent ce jour-là les automobilistes. Il faut aller encore plus loin dans la chasse aux voitures à Paris. C'est pas la chasse aux voitures. Vous savez, on peut pas à la fois défiler, expliquer que le changement climatique qui provoque d'ores et déjà des morts, que la pollution qui provoque des morts, c'est un fait, et ne pas agir. Vous êtes pour continuer à diminuer le nombre de voitures dans Paris. Sûr, on est bien ça d'accord. va de soi. Allez, on y va? Qu'est-ce qui passe devant? Tigida, ensuite Tigida. Éliminer les voitures des centres-villes. Voilà la dernière tentation des élus pour satisfaire les habitants. Objectif, plus de sécurité, moins de bruit et surtout moins de pollution. Et de Lille à Marseille, de Grenoble à Paris, pour dissuader les automobilistes, les maires ont le choix des armes. Réduire la vitesse en multipliant les ralentisseurs, parfois même au mépris des lois. Ce genre d'infrastructure est totalement interdite sur les voies publiques. Transformer les places de parking en espaces détente, ou encore créer de plus en plus de voies cyclables pour chasser les voitures. Ça a été fait pour qu'on ne vienne plus en voiture et je pense que réellement il faut venir en transport en commun. Quel est le coût de toutes ces mesures anti-voitures, mais aussi leur impact sur l'économie des villes et la pollution? À Lille, comme dans beaucoup de communes, il y a un nombre qui envahit les rues ces temps-ci. 2 chiffres étalés sur la chaussée, comme sur les panneaux de signalisation. Car la ville a pris une décision radicale. La vitesse y est désormais limitée à 30 km/h. Et il faut que cela soit bien visible partout. Il y en aura 36 ouais. Aujourd'hui, ouais. 36 panneaux comme ça? Comme ça, ouais. Toute la ville de Lille, on passe à la zone 30. Une invasion de panneaux qui touche près de 9 rues de Lille sur 10. L'adjoint au maire, Jacques Richir, n'y voit que des avantages. Ça va, ça vous commence à avoir les... En passant comme ça à 30 dans 88% des rues de la ville, il n'y a que quelques axes structurants qui restent à 50. On va vers une ville apaisée, plus sûre. On va avoir, c'est sûr, une amélioration de la sécurité routière, en particulier pour les piétons et pour les cyclistes.
Mais ralentir les automobilistes, cela accélère les dépenses. 140 € l'inscription au sol, 450 € la pose d'un panneau. Au total, cela coûte presque 200 000 € à la ville et à la métropole. Mais pour diminuer vraiment la vitesse, les maires sont parfois contraints de sortir une arme bien plus redoutable et bien plus coûteuse. Prenons le cas de la rue Berthelot, une ligne droite de 600 mètres avec une école et un collège. Et malgré la présence des enfants, certains automobilistes ont tendance à faire des excès de vitesse aux grandes dames des familles. Tous ces foufous du volant qui déboulent, parce que là c'est un peu la piste aux étoiles. Et Non. non, mais alors ils partent du début de la rue là, à fond les ballons, et puis ils arrivent, ils accélèrent. Le but du jeu, c'est d'aller le plus vite possible. Je m'engage pour traverser la rue et je suis obligée de remonter, tellement j'ai peur, parce que je me demande si la voiture va s'arrêter. Le radar pédagogique installé par la mairie n'a pas calmé les ardeurs des fous de vitesse. Bonjour. L'adjoint au maire en est bien conscient. Ça va? Bonjour, vous allez bien? Il y a des gens qui ici appuient un peu sur Qui appuie sur le l'accélérateur. champignon. Ah oui, c'est clair. On a pratiquement dans cette rue-là, on a 5 à 10% des véhicules qui roulent à 70 km/h. Pour les riverains de la rue Berthelot, il n'y a qu'une seule solution pour y remédier. Ça fait des années qu'on réclame en fait plutôt des dodanes pour essayer de limiter la vitesse, au moins au niveau des passages piétons, pour protéger les élèves qui sortent de l'école ou qui entrent dans l'école et dans l'établissement du collège. Des dodanes ou ralentisseurs. Il s'en construit d'ailleurs déjà dans d'autres rues de la ville. 10 cm de hauteur seulement, mais ça suffit pour inciter les voitures à freiner, car sinon, forte secousse garantie. C'est efficace. Alors, dans la fameuse rue Berthelot, pour rassurer les riverains, Jacques Richir ne va pas y aller de main morte. Alors le premier plateau surélevé sera là. Il fera 10 cm, mais qui par contre va faire pratiquement près de 100 mètres carrés, puisqu'il va être sur la totalité du carrefour. Un aménagement comme celui-là coûte environ 40 000 €. Et ne croyez pas qu'il va se contenter d'un seul carrefour aménagé à 40 000 €. On va en avoir 2 autres qui vont se succéder de façon rapprochée devant le collège et l'école. Sur 600 mètres de distance, il va bien mettre 4 ralentisseurs dans une seule rue, ces 4 taches en jaune sur son plan. Et l'autre est devant l'école. Il est plutôt fier de son coup, il s'en délecte déjà. On va simplement mettre un petit peu en mise en bouche, j'allais dire, pour stimuler un peu le désir de conduite paisible, si j'ose dire. On va rajouter, si vous voulez, un dodane. Le petit dernier pour la route ne coûte que 5 000 €. Au total, avec les aménagements complémentaires et la signalétique, cela va se chiffrer tout de même à 200 000 € rien que pour sécuriser cette rue, mais aussi pour diminuer le nombre de voitures dans sa ville. On souhaite diminuer la part de la voiture, à la fois parce que on ne peut plus continuer comme on l'a trop eu dans nos villes, cette espèce d'augmentation terrible de la voiture, que d'autre part, c'est une politique aussi pour améliorer la qualité de l'air, qui est un enjeu important pour notre métropole, comme dans beaucoup d'autres. Mais dépenser autant d'argent pour les ralentisseurs, est-ce vraiment le meilleur investissement pour décourager les automobilistes? Sur le territoire français, il y en a déjà des centaines de milliers. Mais certains citoyens sont persuadés que tout cela, c'est de l'argent public gaspillé. Parmi eux, cet habitant du Var, Thierry Modolo, parti en croisade contre tout ce qui ralentit, selon lui, notre liberté de circuler. Aujourd'hui, tout est fait pour entraver la mobilité des concitoyens. On rajoute des ronds-points partout. C'est selon lui la première aberration. Nos 60 000 ronds-points, un record mondial. Coût entre 200 000 et 1 million € l'unité. À force de ralentir les voitures, on entrave l'économie du pays. Il y a l'effort, là, attendez. Mais bien entendu, vous avez des gens dont c'est le métier de se déplacer. Plus vous les ralentissez, plus vous entravez mécaniquement l'économie du pays. Mais selon lui, notre lubie nationale des ralentisseurs serait encore plus aberrante. Premier argument pour montrer leur inutilité, selon lui, nous prouver que chaque ralentisseur ferait augmenter la pollution. Il se sert pour cela de son ordinateur de bord. Vous voyez là, je roule. Je suis à peu près 50 km/h, je suis aux alentours des 4 litres. Je suis obligé de surralentir pour passer le ralentisseur. Je réaccélère
et je me retrouve avec une consommation à 30 litres. Voilà le résultat d'un ralentisseur et de la pollution que je vais générer. Je surconsomme, je surpollue, tout simplement à cause d'un ralentisseur. Des ralentisseurs qui seraient nocifs en termes de pollution. Mais son deuxième argument est encore plus surprenant. Ils seraient selon lui bien souvent illégaux, car il y a des règles strictes à respecter en théorie. Ainsi, la hauteur des dos d'âne ne doit pas dépasser 10 cm. Et mesurer les ralentisseurs, c'est devenu le passe-temps favori de Thierry Modelot. Car ici, comme souvent, il tombe sur des spécimens incroyables. On s'aperçoit allègrement que les 10 cm sont dépassés puisqu'on est à plus de 26 cm de hauteur de tablier. 1, 2, Voilà 3, pour la hauteur. 4, Et côté 5, longueur, les communes se lâchent 7, encore parfois 8, plus. 13, 14, 15, 16. On a un peu plus de 16 mètres. Et ça, c'est pas normal? Ça ne devrait pas dépasser 4 mètres. Et ce n'est pas fini. Selon la loi, il est en principe interdit d'implanter des ralentisseurs à proximité des services de secours ou encore sur les voies empruntées par les transports collectifs. Pourtant, là encore, les maires ne respectent pas toujours la règle. Par exemple, ce ralentisseur est placé à une 50aine de mètres de cette caserne de pompiers. On a la caserne des pompiers et des pompiers qui sont obligés, comme on le voit, de passer quasiment à l'arrêt. Et régulièrement, ils arrachent l'arrière des véhicules. Ça veut dire qu'on ralentit les pompiers dans leur intervention. Quand c'est un feu, ça peut être un peu moins gênant, mais quand c'est un AVC... Mais dans la famille des ralentisseurs, il y en a un qui est la bête noire de Thierry Modelot. Vous l'avez tous vu fleurir sur la chaussée. Le coussin berlinois. C'est son nom, car c'est dans la capitale allemande qu'il a commencé à se développer. Ah, ça inonde les rues aujourd'hui, c'est le ralentisseur low cost. Sur les sites des fabricants, on peut même choisir sa couleur, rouge ou noir. Mais surtout, à moins de 1 000 € pièce, ils sont 3 à 4 fois moins chers que ceux en dur. Car ils sont en caoutchouc vulcanisé, autrement dit recyclé, et cloutés sur la chaussée. Un avantage économique, mais ce n'est pas sans inconvénient. C'est très glissant. Une fois mouillé, c'est une véritable patinoire. Ça ne reste pas accroché au sol très longtemps. Et en général, quand les dalles partent morceau par morceau, les morceaux de ferraille, quant à eux, restent ancrés dans le sol et présentent un danger, notamment de crevaison. Le danger est bien réel. Ces coussins berlinois s'useraient rapidement, Voilà. comme le prouve cette série de photos qu'il a collectées. Voilà l'exemple type d'un coussin berlinois qui, au fil du temps, a commencé à se décrocher. Donc là, on voit bien que les dalles partent en morceaux. Je vous laisse imaginer quelqu'un qui serait amené à freiner là-dessus ou un deux roues qui passerait là-dessus. C'est la chute assurée. Et le comble, c'est que ces coussins berlinois, installés par milliers dans les rues de nos villes, ne seraient eux non plus pas conformes. N'allez pas me dire que c'est illégal. Et pourtant, oui, depuis 2009, il ne devrait y en avoir plus un seul sur les voies publiques. Si Thierry Modelot est aussi affirmatif, c'est parce qu'à l'époque, le ministre des Transports, Dominique Bussereau, a dû s'expliquer devant les députés à propos de ces coussins berlinois qui tapissaient nos rues. Le caoutchouc vulcanisé ne répond pas aux exigences de la norme relative aux ralentisseurs. C'est pourquoi ce matériau n'est pas autorisé pour la conception de ces dispositifs. Mais depuis, aucune loi n'est venue confirmer cette déclaration du ministre. Alors qu'en est-il vraiment ? Malgré nos demandes d'interview, le ministère ne nous a pas reçus pour sortir de ce grand flou. En tout cas, dans sa croisade contre les ralentisseurs, Thierry Modelot est même prêt à en contester la légalité en justice. À la tête de son association, il mène ce combat avec l'aide de son avocat, Patrick Goldmin. Maître, je vous apporte un nouveau dossier qui m'est rentré ce week-end. Un sinistre dans la région de Bordeaux. Un ralentisseur très haut, visiblement. Mesuré par le plaignant à 19 cm. Nous sommes d'accord que... Ce conducteur accidenté veut porter plainte contre sa commune.
Mais a-t-il une chance de se faire indemniser ? Alors tout à fait, les frais de réparation, bien évidemment, s'il a subi un sinistre avec son véhicule, s'il y a des témoins, PV de constat, etc. Et puis il va aussi pouvoir demander la suppression du ralentisseur. Vous êtes sûr que le plaignant va gagner dans un cas comme ça Alors, on ne peut pas être sûr à la lecture de l'image, mais si le ralentisseur est réellement illégal, on a une quasi-certitude de gagner. Si je comprends bien, il y a énormément de ralentisseurs en France qui ne respectent pas les normes. Énormément. Alors on parle entre 75 et 90%, je ne sais pas quel est le taux exact. Mais si vous attaquez à chaque fois, et vous allez enlever tous les ralentisseurs qu'il y a dans ce pays, ou presque. On aimerait bien. Pour commencer, ils ont décidé d'attaquer la mairie de Toulon et le département du Var. Le département reconnaît qu'il y en a à peu près 460, de mémoire, c'est ça le chiffre. Ouais, à peu près, ouais. 460 sur 700 qui sont clairement illégaux. Peuvent-ils gagner ? Ce n'est pas encore jugé, mais ce n'est pas impossible, car le département du Var nous a fait parvenir les conclusions de son fameux audit interne, réalisé sur ces ralentisseurs. Et pour être très précis, sur 666, seuls 85 seraient conformes. Il y en aurait donc 581 non réglementaires, dont 91 coussins berlinois, soit une proportion de 88%. Selon nos estimations, il y aurait environ 300 000 ralentisseurs en France. Si l'on prend l'hypothèse d'un coût moyen de 5 000 € pièce, cela signifie qu'en 25 ans, nos maires auraient dépensé 1,5 milliard d'euros au bas mot pour ralentir les automobilistes. Mais si, comme dans le Var, 9 ralentisseurs sur 10 se révélaient non conformes, alors il faudrait ajouter à cette somme la facture colossale du démontage pour remettre les chaussées aux normes. Et personne ne sait dire combien cela coûterait. Tout cela, c'est sans compter tous les automobilistes à indemniser. Et ce n'est pas une simple hypothèse. Un automobiliste est même déjà arrivé à faire plier sa commune. C'est le cas de cet ancien artisan qui préfère garder l'anonymat. Avec ses économies, il s'est offert une belle Ferrari pour sa retraite, mais sa voiture de sport supporte mal les ralentisseurs. Voilà à l'allure qu'il faut passer pour être sûr à 100% de mettre tous les atouts de son côté. Là, normalement, vous touchez pas quand vous passez. Ah, si je passe à ça, voilà l'allure des piétons. L'idéal, c'est presque de pousser la voiture, quoi. Là, vous passez vraiment à 5 à l'heure. 5 à l'heure. Là, c'est histoire de vous amuser un peu. Dégourdir les pistons. Nous en avons un deuxième, avec un passage pour piétons. Voilà, nous arrivons ici, nous en avons encore un. Il est haut celui-là, non? Celui-là, il est haut. Ben, il n'est pas réglementaire. Il est trop haut, mais il est interdit sur ce type de voie. Puisque vous avez des bus qui passent. Vous avez ici un arrêt bus. Donc à partir du moment où il y a un arrêt bus, c'est interdit. S'il est aujourd'hui si prudent, c'est qu'il y a 2 ans, il a abîmé sa belle voiture sur un ralentisseur de sa commune. Donc le ralentisseur, il était là. J'ai abîmé ma voiture tout le long. Parce que vous alliez trop vite? Non, j'allais pas trop vite. J'ai serré un peu sur la droite parce qu'il y avait des motos qui me doublaient. Donc j'ai voulu les laisser passer et donc j'ai heurté. Donc la municipalité m'a dit, c'est comme ça. Et il a fallu me battre pendant 2 ans. À l'époque, il avait fait établir un constat d'huissier. Finalement, l'assurance de la mairie a remboursé les dommages et le ralentisseur a été détruit. Des communes qui font marche arrière sur les ralentisseurs, il risque d'y en avoir d'autres, car il pourrait aussi poser des problèmes de santé aux conducteurs. À Troyes, Estelle Lefant, une conductrice d'autobus, nous a emmenés sur le lieu où elle a pris conscience du danger de certains ralentisseurs. J'arrivais du centre-ville, donc j'avais déjà pris le premier ralentisseur qui est là-bas. Et arrivé sur celui-ci, dont les marquages blancs, il n'y avait aucun marquage blanc, donc il était noir. Je passais là à entre 15 et 20 km/h avec un poids lourd. Voilà, le véhicule a bien touché. Je suis descendue voir ce qui frottait. Quand j'ai constaté ça, j'ai pas pu. Une fois que j'étais descendue du véhicule, je ne pouvais pas remonter. Je ne pouvais pas lever les jambes, les pompiers sont venus. Et vous êtes allé où? À l'hôpital, aux urgences. 3 mois d'arrêt de travail et des séances de kiné quotidiennes
pour essayer de remettre en place ses lombaires. Car dans son autobus, Estelle Lefant était soumise à rude épreuve. Déjà parce que dans ce type de véhicule, les secousses sont plus fortes à chaque ralentisseur. Mais aussi parce que sa ligne de bus ressemblait à un parcours du combattant. Estelle a refait le trajet avec nous pour compter les ralentisseurs. Donc là, nous allons faire la ligne 3. On va faire la totalité de la ligne. Voici le premier, et c'est le début d'une longue série. 6, 8, 15. Là, ça se coule, hein? Oui. 18. Oui, pique. 22. Regardez, dans l'état qu'il est. Ça, c'est 46. Au bout des 28 km de son circuit, le bilan est surprenant. J'en ai compté 61 sur un tour complet. À chaque journée de travail, elle effectue 5 tours complets dans son autobus. Elle subit donc un peu plus de 300 chocs par jour. C'est ça, c'est la répétition du choc. Mais nous, comme on est dessus entre 6h30 et 8h, je pense qu'au niveau santé, il va y avoir un problème. À Troyes comme ailleurs en France, les ralentisseurs ont beau être sur la sellette, les élus sont réticents à les supprimer au nom de la sécurité routière. Alors pour gagner leur combat contre les voitures, certaines villes ont dégainé une arme encore plus dissuasive, réduire la place réservée aux automobiles et inciter les habitants à enfourcher un vélo. C'est le choix qu'a fait Grenoble depuis que la ville a élu un maire écologiste en 2014. Ici, des milliers de familles ont renoncé à la voiture, comme Sébastien et Cécile. J'ai toutes mes petites affaires, je mets dans mon sac. C'est parti. Le matin, tous deux partent travailler à bicyclette, ou plutôt sur un 2 roues un peu sophistiqué, qu'on appelle un vélo cargo. Pour moi, le vélo, c'est vraiment une façon de me déplacer rapidement, simplement, sans me prendre la tête. Je mets mes enfants derrière, je vais faire une course, j'ai pas besoin de galérer pour me garer, j'ai pas besoin de me demander où je vais mettre ma voiture. Moi, ça me facilite la vie, ça me rend heureuse. Allez go, c'est parti. Plus sympa, mais surtout tout aussi rapide qu'en voiture. Moins de 2 km, je fais entre 5 et 10 minutes, j'ai jamais chronométré. Ciao, bonne journée. À ce soir. Du coup, il ne se contente pas du seul trajet domicile-travail en 2 roues. La semaine dernière, j'ai emmené pas mal de choses à la déchetterie en vélo, voilà. Là, il y a ma mère qui est venue de la gare qui est juste derrière, je ramène avec la valise attachée derrière et puis elle s'installe derrière. À les entendre, ce serait facile de tout faire à vélo. Même les courses. Sébastien a l'habitude de pédaler jusqu'au supermarché avec son fils sur le porte-bagages. Du papier toilette, un pack de lait. Sébastien n'a pas peur de prendre des produits volumineux. Tout loge dans les poches de son vélo cargo. On serre les sangles. Mais les œufs vont se casser là, hein. On va faire une omelette. Si le vélo est une évidence pour cette famille, c'est qu'à Grenoble et dans les 49 communes voisines, les maires ont créé des voies cyclables qui sillonnent toute l'agglomération. Il y a même des autoroutes à vélo en plein centre-ville. Des rues où les voies centrales sont réservées aux bicyclettes et les voies extérieures aux autobus. À cet endroit, les voitures ne sont pas autorisées à circuler. Cela peut paraître un peu extrême, mais c'est le fruit d'une politique anti-voiture assumée. Le responsable, c'est cet homme qui nous rejoint à bicyclette, le maire de la ville depuis 2014, Éric Piolle. Je m'attendais pas à vous voir arriver en voiture en fait. Non, là c'est effectivement, je pense que maintenant les gens ont perdu l'habitude là quand même. Il est fier d'avoir embarqué ses concitoyens dans le rejet de la voiture en ville. C'est ça que vous appelez les autoroutes à vélo? Les lignes chrono-vélo, effectivement, c'est 40 km intercommunaux qui permettent ces liaisons rapides aussi à vélo. Vous savez qu'à Grenoble, on est la deuxième ville avec Strasbourg là, pour les déplacements domicile-travail en vélo. Selon lui, dans sa ville, 15% des déplacements du quotidien s'effectuent dorénavant à vélo, alors que la moyenne en France n'est que de 3%. Il y a encore 5 ans, à cet endroit précis, la voiture était reine. Sur ce même boulevard, il y avait 3 files pour les automobilistes,
Plus de 10 000 véhicules par jour s'y engouffraient. Éric Piolle est donc en train de révolutionner la vie des Grenoblois. 12 millions d'euros d'investissement tout de même pour faire de son cœur de ville un petit Copenhague, son modèle. Dans la capitale danoise, un déplacement sur 2 s'effectue à vélo. Tout est fait ici pour favoriser la bicyclette. Des passerelles qui serpentent dans la ville. Il y a même des poubelles à la bonne hauteur sur les voies cyclables. Alors avec une telle référence, pour le maire de Grenoble, la voiture n'a plus trop sa place dans son projet. Un objectif, c'est l'aménagement du centre-ville. C'est piétonniser. On a piétonnisé la place centrale de Grenoble. C'est encore traversé par une voie voiture. On a piétonnisé une quinzaine de rues. Et puis l'objectif, c'est de faciliter d'abord la marche à pied, tripler la part du vélo, augmenter la part des déplacements en transport en commun. Mais des automobilistes en moins dans sa ville, est-ce que ça ne fait pas des consommateurs en moins ? Car pour ceux qui habitent en périphérie de Grenoble, venir en ville à bicyclette, ce n'est souvent pas jouable. Laurence Henria n'a pas vraiment d'alternative à la voiture pour faire les 30 km qui séparent son domicile du centre-ville. Depuis environ 3 ans, cet agrégé de lettres classiques a renoncé à se rendre à Grenoble pour faire du shopping. Et ce jour-là, elle entend nous montrer pourquoi, en faisant le trajet avec nous. Il y a une trentaine d'années que j'habite ici, et c'est vrai qu'avant, j'y allais très régulièrement. Et maintenant, je ne le fais plus. Maintenant, il n'y a plus tellement de place qui est laissée aux voitures. Et alors, les parkings relais sont vraiment saturés. Et si par exemple on y va en journée, j'ai pas de place au parking relais. En gros, pour elle, c'est la galère, et ça va se confirmer. Avant, je pouvais aller tout droit. Donc maintenant, ça n'est plus possible. Je trouve que quand même, alors qu'il y a peu de voitures, honnêtement, c'est super engorgé. Ça a été fait pour qu'on ne vienne plus en voiture et je pense que réellement, il faut venir en transport en commun. Un centre-ville difficile d'accès en voiture. Comme Laurence, des milliers d'habitants de la région sont donc tentés de ne plus faire leurs courses à Grenoble. Ça ne fait pas du tout les affaires des commerçants. Il suffit de se promener en centre-ville pour se faire une idée des conséquences économiques. Des commerçants mettraient la clé sous la porte à cause de cette politique anti-voiture. Sur le marché, à midi, ce marchand de légumes se plaint de la recette du jour. J'en ai marre. Parce que moi, ça fait 50 ans qu'on est là. C'est pas un jour, vous voyez, c'est pas... On est une famille de primeurs depuis 50 ans, et depuis 50 ans, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu une ville comme ça, on n'a jamais vu une débandade comme ça. Regardez, vous prenez les bars, il n'y a personne, regardez en face. Vous prenez l'Express Bar, il n'y a personne, c'est midi et demi, vous prenez n'importe quoi, il n'y a plus rien. L'activité est en chute libre, c'est tout. Et aux halles voisines, pas grand monde non plus. Des habitués, dont une restauratrice, visiblement en colère. Ça fait 13 ans et demi que j'avais le restaurant. Comment on peut expliquer, alors que moi je n'ai pas changé, que en 5 ans, ça se soit divisé par 5? Non, pas divisé par 5. Bien sûr, bien sûr. Votre chiffre d'affaires, il n'a pas pu être divisé par 5. Il a été divisé par 5, monsieur. Cette ville fait peur et cette ville donne envie de partir. Si les restaurateurs et les commerçants semblent au bout du rouleau, c'est parce qu'avec le grand projet du maire, les travaux en centre-ville durent depuis 3 ans. Mais quand tout sera terminé, quand Grenoble aura enfin achevé son grand plan anti-voiture, le commerce en centre-ville aura-t-il une chance de rebondir ? Un expert en mobilité, Nicolas Louvet, en est persuadé. Diminuer la place de la voiture en ville, c'est pas forcément plomber son commerce de centre-ville. Ah bah c'est plutôt l'inverse. Le chaland, qui est beaucoup plus piéton, il va davantage consommer de boutique en boutique, comme une abeille qui butine de fleur en fleur, s'il est à pied que s'il est en voiture. Et donc de fait, les zones piétonnes, à moyen terme, on se rend compte, dans les grands centres urbains en tous les cas, que les zones piétonnes, le foncier et la valeur foncière des commerçants ne décroît pas, au contraire. Que ce soit à Lille, que ce soit à Strasbourg, à chaque fois qu'on fait des zones piétonnes, les commerçants à l'endroit des zones piétonnes, eh ben, ça va plutôt mieux après qu'avant. La preuve, Strasbourg,
La première métropole qui a fait ce choix de limiter les voitures en ville est aujourd'hui plébiscitée pour son attractivité économique. Les investissements des municipalités pour réduire les voitures dans leur cœur de ville seraient donc payants à long terme pour l'économie de leur ville. Mais en ce qui concerne la réduction de la pollution, l'un des autres objectifs affichés, les bons résultats sont remis en cause par des phénomènes sur lesquels les maires n'ont aucune prise. Pour nous l'expliquer, Nicolas Louvet nous entraîne dans les rues de la capitale. Un SUV, 2 SUV. Ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de petites citadines dans les véhicules. C'est des berlines ou du SUV ou de la livraison. Regardez, un SUV là-bas, un SUV là. C'est-à-dire que maintenant, on veut un gros machin pour circuler en ville, quoi. Les SUV aujourd'hui constituent 40% des ventes de véhicules neufs. Ça pose un problème, ça? Ça pose un problème parce que c'est des véhicules, comme ils sont plus lourds, ils consomment plus. S'ils consomment plus, ils vont émettre davantage et ils sont moins bons pour la pollution. Du coup, même si le nombre de voitures diminue en ville, celles qui circulent polluent davantage. Et il y a pire. Ces camionnettes de livraison qui pullulent désormais dans toutes les villes à cause de l'explosion des achats sur Internet. Une livraison, de la livraison. L'automobiliste dans sa voiture, il faut arriver à le contraindre, ou du moins à l'inciter à avoir un usage raisonné de son automobile. Et donc peut-être qu'il va faire du vélo tous les jours, mais en parallèle, il va aussi se faire livrer de plus en plus ce qu'il achète tout de suite dans les 2 heures ou dans la journée. Et donc il va se faire livrer un livre par jour par Amazon, un pantalon par semaine. Et donc ça, c'est du trafic, parce que souvent ces livraisons immédiates, elles entraînent une régulation compliquée qui fait qu'on ne peut pas remplir les camions, et c'est souvent des camions qui roulent à vide. Et cela ne devrait pas s'arranger. D'ici 2022, les courses sur Internet devraient passer de 10 à 15% de part de marché. Alors pour gagner leur combat contre la pollution, après la chasse aux voitures, les villes devront peut-être déclarer la guerre aux camionnettes.